Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose une version optimisée, masterisée, dirais-je même, de la conférence que j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir donner sur le cercle Aristote, une conférence audio sur Discord, et qui m'a permis donc de présenter les arts martiaux français, le contexte, et expliquer un peu tout. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à écouter cette conférence, et j'espère qu'elle vous plaira. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, et c'est avec un grand honneur que je viens vous présenter donc, les arts martiaux français, à l'initiative de Kraken, qui a découvert ma chaîne, une chaîne YouTube qui s'appelle Les Arts Martiaux Français, j'ai fait dans l'original. Et le but de cette chaîne, donc, c'est de faire découvrir aux Français, principalement, que les arts martiaux, ce ne sont pas qu'une histoire de trucs asiatiques ou que ce soit de l'autre côté du monde. C'est chez nous aussi, où nous avons une grande tradition martiale, une grande culture des armes. La culture des armes même, c'est le terme, c'est un terme très ancien. Et donc, c'est aujourd'hui, je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu tout ça, mon univers, l'univers de plus en plus de personnes qui, par le biais de ma chaîne et aussi qui m'a permis de rencontrer d'autres pratiquants qui étaient aussi dans leur coin un peu isolés, on est en train de monter petit à petit, pas en puissance, mais on prend du volume. Et on appelle ça donc l'Amicale des arts martiaux français. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. Bien, passons maintenant que la publicité est terminée. Je vais vous présenter très rapidement le plan de la conférence. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça disparaisse. Nous le verrons un peu plus tard. Dans la deuxième partie, nous verrons de quelle pratique on parle. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'arts martiaux français. Et là, on va voir donc tout ce qui est possible. Et vous allez voir, il y a énormément de choses possibles. En troisième partie, nous allons essayer de comprendre comment une culture aussi enracinée dans la culture française, cette culture des armes, qui était vraiment, elle était liée, ça pouvait pas être détaché d'un Français, en fait. Comment elle a réussi à disparaître en très très peu de temps, en moins d'un siècle, elle a été rayée des cartes. On va essayer de comprendre pourquoi et de savoir par quoi est-ce qu'elle a été remplacée. Et enfin, en quatrième partie, un petit peu d'optimisme, et je vais essayer de vous expliquer comment faire pour relancer un petit peu cette tradition, cette culture des armes, pour montrer un petit peu aux gens que 1500 ans d'histoire de France ne se résume pas au culinaire ou à la baguette et au béret. Il y a des choses qui vont un peu plus loin dans le détail. Donc, revenons donc à cette première partie, la généralité. Que sont les arts martiaux français? Eh bien déjà, ce sont des pratiques martiales polytechniques. C'est-à-dire qu'elles touchent tout ce qui a trait au principe de se battre et surtout de se défendre. On peut considérer qu'une pratique martiale française, elle est née en France, sur le territoire de culture française, mais ça peut être aussi une importation qui vient de l'étranger, mais qui a été largement modifiée et adaptée culturellement à la culture française. En exemple, on peut parler de il y a eu une époque où les maîtres italiens étaient très très forts au jeu de pointe, avec les rapières, il y a eu pas mal d'aspirations et même des maîtres italiens qui sont venus en France. Les Français ont appris des maîtres italiens quelque chose d'autre. Ils avaient leur technique, mais ils ont appris quelque chose d'autre avec les Italiens et ils l'ont francisé pour en faire eux. C'est devenu la méthode française. Elle est séparée de la méthode italienne. La méthode italienne a continué sa route, mais la méthode française, elle a suivi un autre chemin. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pratique martiale française? Elle est née sur le territoire, elle parle en français, elle est habillée en français, elle utilise des termes en français, elle est compréhensible en parlant, sans avoir à traduire, sans avoir à apprendre une langue étrangère, et surtout, elle est adaptée à la mentalité du territoire où elle évolue.
Ces pratiques sont toutes adaptées à leur temps, elles suivent l'évolution de leur monde, et elles sont cohérentes entre elles. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre, par exemple, en savate ou à la canne, eh bien, ça va vous aider, peut-être pour le même sûrement, ça va vous aider pour le bâton, ça va vous aider pour le sabre, ça va aussi vous aider pour la lutte, et ça va vous apporter, en fait, c'est une forme de synergie qui s'opère entre toutes ces pratiques. C'est ce que j'appelle le martialisme cohérent universel, le MCU. C'est un terme un peu barbare que je me suis amusé à créer par rapport au monde du MCU de Marvel, hein. Ben là, c'est le MCU français, c'est le martialisme cohérent universel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Vous pouvez tout pratiquer, aucune des pratiques ne viendra en contradiction avec une autre. Elles sont liées les unes aux autres et elles fonctionnent en synergie. Et ça, c'est quand même, c'est vraiment génial. Moi, en tant que prof, j'ai pu connaître la méthode uniquement sportive et cette méthode à l'ancienne où on fait tout apprendre aux élèves. Et les progrès sont vraiment fulgurants. En l'espace de 3 mois, vous avez un élève qui n'a jamais qui n'a jamais fait d'arts martiaux de sa vie. En 3 mois, il rattrape le niveau d'une personne qui a entre de 2 et 3 ans uniquement de boxe. C'est impressionnant. En fait, ça stimule tellement le corps et l'esprit, ça fait travailler tellement le corps et l'esprit que ben, c'est une explosion en fait de compétences qui se fait et tout travaille en synergie, c'est génial. Et donc, du coup, ben, on peut aller un peu plus loin encore dans le principe, puisqu'en fait, ce système complet, il va couvrir en fait trois ou quatre aspects, allez, même 5 aspects de votre vie. Déjà, il va faire l'entretien du corps, une pratique sportive, enfin une sportive, oui, une activité physique qui est adaptée au corps et qui respecte la biomécanique et qui fait plaisir parce qu'elle ne fait pas mal. Donc, vous entretenez votre corps et vous y prenez du plaisir à le faire. C'est un loisir, donc vous le faites avec joie. Cette joie va vous amener à essayer de vous améliorer, donc vous allez aller dans une recherche de la maîtrise, qui soit intellectuelle ou corporelle, parce qu'il y a des choses, au moment où on ne peut pas jouer, il n'y a pas que le physique, hein, effectivement, il y a l'esprit, la volonté de travailler, ben, des fois on échoue, puis au bon moment on y arrive parce qu'il y a le déclic intellectuel. Et bien voilà, donc ben, cette recherche de maîtrise développe vos facultés intellectuelles et corporelles. Elle travaille en combinaison, en synergie, là aussi. Donc ben, vous vous améliorez par le simple fait de prendre du plaisir et de vous amuser. Mais aussi, lorsque, à l'époque, encore, quand l'armée française utilisait le système français, eh bien, c'était une préparation militaire qui permettait de travailler sous tous les aspects et qui faisait des hommes compétents. Même si, parfois, on peut le noter, le commandement n'a jamais été forcément à la hauteur de ces soldats, ben, les soldats, eux, par contre, n'ont jamais démérité et on peut présager que c'est cette méthode française, cette vision française complète et polytechnique qui faisait que nos hommes avaient, et les anciens, donc, avaient une espèce de mordant, la furie française, hein. Mais je pense que c'est pas anodin, c'est pas juste des mecs qui étaient énervés. Non, la furie française, ça vient d'une préparation qui est vraiment bien faite, qui est complète, et qui permet, ben, qui fait travailler tout, quoi. Et donc, ben, la préparation militaire en utilisant la polytechnique martiale française, c'est quelque chose de très bien aussi. Et enfin, dans le monde civil, eh bien, ça prépare à la défense. C'est-à-dire qu'on apprend d'abord à protéger son corps, que ce soit à main nue ou avec une matraque, une canne, un parapluie, utiliser ses chaussures pour pouvoir se défendre. Ben voilà, ça s'apprend, c'est pas inné. Et on ne peut pas apprendre à bien utiliser une chaussure pour taper si on s'entraîne pieds nus sur un tapis. C'est pas possible, ça peut pas marcher. Du moins, ça marche moins bien, c'est moins évident. Donc, cette pratique martiale polytechnique, c'est un marqueur culturel très très fort jusqu'en 1945. Encore dans les années 30, ça va. Même s'il y a eu une grosse saignée pendant la Première Guerre mondiale, il y a encore on va dire, il y a une inertie culturelle qui se fait. Par contre, à partir de 1945, c'est la fin. On va dire vraiment, c'est catastrophique parce qu'il n'y a en fait, il n'y a plus de maîtres. Aussi, il en reste un. Il n'en reste plus qu'un seul, le dernier, qui sera Roger Lafont, qui mettra au point la méthode Lafont. Et lui, c'est vraiment le dernier maître français qui enseigne selon la tradition, comme son père l'a appris et le père de son père l'a appris. Il est vraiment, Roger Lafont est d'une lignée de maîtres d'armes, hein. C'est pas n'importe qui. Je vous conseille à ce sujet le livre
écrit par Fabien Hamon sur la méthode Lafon. Hein. Vous pouvez le trouver, c'est assez facilement. Un livre excellent sur la vie d'un homme admirable. Qu'est-ce qu'on peut noter ensuite dans tout ça? Ben, c'est qu'il n'y a pas de message politique ou religieux apparent. Dans tous les traités que j'ai pu lire, n'apparaît aucun message politique ou religieux. C'est quelque chose qui se place au-delà de débat, au-dessus de tout ça, au-dessus de la mêlée, ça n'a rien à voir. La recherche, c'est un mode de vie sain, hein, un esprit entraîné, fort, et qui ne se laisse pas faire. Et c'est... En fait, la salle d'armes, telle que je le conçois un petit peu maintenant, c'était vraiment une espèce de sanctuaire où les gens, quel que soit leur clan ou leur couleur politique ou même leur croyance religieuse, ben, quand ils venaient à la salle d'armes, ils laissaient tout au vestiaire. Et à ce moment-là, ne restait que des tireurs et des escrimeurs, des boxeurs, des lutteurs, et rien de plus. Et je trouve ça assez intéressant, puisque si on vient à la salle d'armes, c'est pour faire des armes, c'est pas pour faire autre chose, quoi. Et si le règlement n'est pas respecté, on va dire, ben, c'est fini, vous dégagez. Donc je trouve ça très intéressant. Hein. Y a on a une espèce... en fait, il y a une espèce de société même qui existe. C'est même pas une espèce, c'est une société. Surtout au 19e, avec la famille Charlemont, là, c'est vraiment flagrant. Hein. Tous les maîtres se connaissent. Ils forment vraiment une société pas secrète, hein, on sait qu'elle existe, mais voilà, ils sont entre eux, ils font leur petite vie et tout, et c'est vraiment intéressant. Alors, on sait qu'il y a des liens avec la franc-maçonnerie. Souvent, on retrouve des démonstrations qui se font dans les bâtiments qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Donc, on sait qu'il y a des liens. Il y a toujours ce petit côté un peu société où les informations circulent dans un cercle assez restreint. Mais à partir de ce cercle, les connaissances, par contre, il les donne parce qu'il faut former les prévôts, il faut former les générations futures. Donc, ben, le savoir se transmet, mais il n'est pas donné à n'importe qui. Il n'est pas donné à n'importe qui grâce à un système qui est assez sympathique et qui n'existe plus aujourd'hui. Henri Play, donc celui qui a importé le karaté en France, il parle ça du système honorable. Et c'est vraiment la meilleure façon de le noter. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'un prévôt devient maître, il est reconnu par ses pairs sur un diplôme. Et donc chaque maître signe de son nom et de sa signature sur le diplôme du nouveau et donc l'engage dans une certaine tenue et de faire en sorte de se tenir à carreau. Et donc du coup, ben, on a quand même un truc qui est assez ils sont liés, quoi. Ils peuvent se détester, mais il y a le fait de cette société fait que malgré tout, il y a quand même il y a un esprit de clan, oui, mais oui, on peut dire un peu ça, une société. Donc, qu'est-ce que l'on pratique dans la polytechnique martiale française? Eh bien, déjà, on a ce qu'on appelle la lutte. Donc, on a plusieurs formes de lutte. On a la lutte à main plate, ce qu'on appelle la lutte française, et qui est devenue la lutte gréco-romaine. Alors, ce que vous voyez quand vous regardez les Jeux Olympiques et qui vous parlent de lutte gréco-romaine, en fait, c'est de la lutte française. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé gréco-romaine? C'est politique, entre guillemets, parce que ça passait mal l'idée que la lutte française soit aux Jeux Olympiques et pas la lutte allemande ou pas la lutte suisse, alors que la lutte suisse est une lutte qui est encore beaucoup pratiquée actuellement. Hein. Donc la lutte gréco-romaine, dites-vous que c'est de la lutte française dont on a changé le nom et modifié quelque peu on a modifié quelque peu quelques règles, mais c'est vraiment à la marge. Donc, on a le jeu de lutte à main plate. Donc, ça, c'est un jeu. Le but, c'est de mettre son adversaire, les deux omoplates, au sol, sans le frapper, sans utiliser de torsion et le faire mal par des torsions ou des clés, ou ce qu'on appelle des clés aujourd'hui, ou des démembrements. Pas d'étranglement. Par contre, en utilisant des techniques de projection, de mise au sol, et ces techniques, on ne peut utiliser que le haut du corps, les bras et le haut du corps et la saisie à la nuque. On ne peut pas attraper les jambes. Donc c'est une lutte en fait qui pousse à être très très bon sur les appuis, très très bon sur les équilibres et comment déstabiliser quelqu'un parce qu'elle est vraiment, elle est dure. Mais du coup, quand vous attaquez la lutte libre où vous pouvez tout attraper, ça devient très très simple. Ensuite, vous avez la lutte à pogne. Et ça, alors, on a très peu de renseignements là-dessus. Ça apparaît, on sait que ça existe, mais on a très peu de renseignements dessus. Ben, c'est une lutte où on peut taper. Alors,
Ça ressemble un peu à la savate, mais c'est une lutte où on peut taper du poing. Mais en plus de ça, on peut mettre des coups de lutte. Ensuite, donc, on a la lutte libre, hein, donc là où on peut attraper partout, on peut saisir aux jambes, on peut saisir aux bras, mais par contre, on ne doit pas taper et on ne doit pas faire de clé. Et ensuite, on a la lutte parisienne, qui, elle, est une lutte, ce que j'appelle d'opportunité, c'est-à-dire elle est complètement couplée avec le jeu de savate ou la boxe française. Et par exemple, lorsque votre adversaire vous donne un coup de pied et qu'il le fait mal ou qu'il est trop lent, tout ça, ou que vous le parez de très bonne façon, vous pouvez attraper sa jambe et vous le projeter. Voilà, ça, c'est une technique de lutte parisienne. Vous ne savez pas quelle technique vous allez employer, mais vous allez en placer une. Si l'opportunité arrive, uniquement. Et après, vous avez diverses luttes régionales, voilà, la lutte bretonne, tout ça. On sait que aux quatre coins du pays, il y a des jeux qui se font. Ça, c'est pour le côté lutte. Ensuite, on a donc la savate. Alors la savate, c'est pas un sport, hein, à la base, et c'est différent de la boxe française. La savate, à son origine, c'est une punition militaire non officielle. C'est ce qu'on a trouvé actuellement, hein. Ça n'a pas, ça n'a pas été créé ex nihilo sur les barrières de Paris au début 19e, hein. Ça, maintenant on sait que c'est faux. La savate, c'est en fait dans l'armée française, c'est une vieille tradition. Après chaque bataille, victoire ou alors victoire souvent, hein, défaite, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais après chaque bataille, les régiments mettent en place le tribunal des soldats. Donc c'est un tribunal officieux, hein, qui n'est pas reconnu, mais qui est laissé faire par les officiers. Ce tribunal va chercher à trouver, s'il y en a, et à prouver la culpabilité de couardise ou de faiblesse devant l'ennemi pour les soldats. C'est-à-dire, ben, voilà, vous avez, par exemple, là, il y a une brèche qui a été faite dans un mur d'une place assiégée, et bien, vous avez un soldat qui est devant, et puis au lieu d'avancer le premier, il laisse passer ses 4 ou 5, 6 camarades avant lui, et il y va après, donc en laissant ses camarades mourir à sa place, entre guillemets. Eh ben donc ce bonhomme, s'il survit à la bataille et qu'il est dénoncé, donc le tribunal va chercher à comprendre pourquoi il a fait ça, si c'est vrai. Et si c'est vrai, il va être puni. Il va être puni entre une trentaine ou une cinquantaine de coups de savate. Donc, alors, on a vu différentes façons de faire. Soit il donne des coups de pied directement dans les jambes, dans les cuisses et dans les fesses. Donc, c'est vraiment une fessée. C'est une fessée à coup de chaussure. Soit ils tiennent la chaussure par le côté grand et ils tapent avec le talon, ils tapent dans les jambes du soldat. Alors, quand on voit nos baskets d'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Mais si on regarde les chaussures de l'époque, une chaussure de combat, une chaussure de guerre, ça s'appelle une savate, et elle est en cuir, la semelle est en cuir bouilli, donc c'est très dur le cuir bouilli, et elle est cloutée. Et les clous sont en fer, donc il n'y a pas de caoutchouc. Donc vous vous prenez littéralement, vous vous faites bastonner avec du cuir bouilli clouté. En plus de ça, la sanction, il y a une double peine, puisque vous ne pourrez plus jamais rejoindre un régiment d'élite, que ce soit les grenadiers ou plus tard sous le Grand Empire, l'Empire et la Grande Armée, je veux dire, vous ne pourrez pas rejoindre la garde impériale. Votre honneur est sali à vie. C'est fini. Donc, c'est vraiment quelque chose d'humiliant. Et passer quelqu'un à la savate, c'est quelque chose à sens unique. C'est pas un échange, c'est pas un dialogue. Hein, c'est vraiment le fait de le bastonner et ça va que dans un sens. En parallèle de cette savate, on trouve le chausson. Et qu'est-ce que c'est que le chausson? Eh bien, le chausson, c'est de la savate en espadrille où le but, c'est de toucher sans faire mal. Donc ça on va dire, c'est du jeu. La savate est un art, alors au début c'était une punition, puis c'est devenu un art de combat et un art de défense. Le chausson, lui, est un jeu. Le jeu du chausson, qui n'est pas marseillais, hein, alors ça c'est une foutaise. Le chausson, c'est militaire. En fait, c'est la façon qu'ils ont trouvé d'entraîner les soldats euh, au combat pugilistique sans se faire mal. Ils avaient même ordre et interdiction de porter les brodequins de guerre ou les chaussures de guerre pendant un exercice de chausson, c'est-à-dire pour pas qu'ils se fassent mal, tout simplement, parce que ça va très très vite. Lorsque vous avez une chaussure dure, ce que j'appelle une chaussure à semelle dure, il faut pas beaucoup de coups pour que ça saigne, notamment au niveau du tibia.
Il ne faut pas beaucoup de coups pour qu'un genou soit plié en deux, pour qu'une rotule soit fissurée, pour qu'une côte soit cassée. Ça va très très vite parce que c'est la chaussure qui est une arme. Et donc, du coup, on va transformer cette savate en chaussons, des espadrilles. C'est souvent ce qu'on retrouve, des espadrilles. Même dans les traités militaires, c'est le terme qu'on trouve, espadrille. Et on cherche la touche et on ne cherche pas à faire mal. Donc, et Charlemont en parle aussi, hein, quand Joseph Charlemont, quand dans ses mémoires, il l'évoque hein, souvent, où des fois on tombe sur des gens qui sont très forts aux chaussons, des autres maîtres d'armes qui sont très forts aux chaussons, voilà, il y a on va dire, ils se mesurent, quoi, savoir, notamment dans les grandes réunions militaires, sous le Second Empire, hein, les grands rassemblements et d'entraînement militaires, voilà, en fait, les maîtres d'armes vont passer une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines à se mesurer les uns les autres constamment. Ça va être 3 semaines de baston, toutes armes. Ils vont faire que ça. Et donc, ils vont pas faire de la savate, ils vont faire du chausson. Parce qu'ils veulent pas se faire trop mal non plus. Ensuite, nous avons l'adresse, qui arrive plus tard, au milieu du 19e siècle. L'adresse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la boxe française. Hein, donc, je vais y venir à la fin pour la boxe française. L'adresse, c'est du pied et du poing sans la lutte. Pourquoi sans la lutte? Parce que la boxe française de base, c'est du pied et du poing, des coudes, des genoux, des coups de tête et de la lutte. La boxe française est ultra complète. La différence entre savate et boxe française va tenir sur le fait que en savate, le jeu en coup de poing est très pauvre et les coups de pied ne dépassent pas ne dépassent pas le nombril en hauteur. La savate vise à détruire les lignes basses. Vraiment, le terme, hein, c'est estropier. On retrouve plusieurs fois ce terme qui ressort. La savate, c'est l'art d'estropier. La boxe française, elle va être beaucoup plus développée, beaucoup plus belle techniquement. Elle va monter en gamme avec des coups de pied au visage, des coups de pied retournés, des coups de pied sautés, un jeu en poing il va absorber les techniques de boxe anglaise en plus du jeu au poing français traditionnel. On a donc quelque chose qui est quand même amélioré, vraiment beaucoup plus amélioré. Par contre, c'est très pas létal, mais ça fait mal très très vite aussi, hein, puisque c'est de la défense, c'est pas du sport. Donc, l'adresse est là pour apprendre à faire de la boxe française sans se détruire. C'est une forme d'équivalent au chausson, mais plus développée. Et enfin, on arrive à la pratique actuelle qui s'appelle la savate boxe française, et qui n'est ni de la savate ni de la boxe française, puisque on le sait maintenant, la savate et la boxe française sont des arts de défense qui sont là pour estropier et pour terminer un adversaire très rapidement. Non, la savate boxe française sportive actuelle, c'est de l'adresse, c'est du pied-point, dont l'intention n'est pas de la défense, mais uniquement du sport, du loisir. Donc on en est arrivé là, avec un nombre d'interdictions absolument incroyable, puisque même des coups de pied qui étaient classiques avant, même eux sont interdits. Et on se retrouve maintenant vers une espèce de prêchi-prêcha qui ressemble à du kickboxing, et qui, pour moi, ça n'a quasiment plus d'intérêt. Voilà. Nous avons fini pour le côté pugilistique. Maintenant, nous allons passer à l'escrime à la canne et au sabre. Alors, la canne et le sabre sont intimement liés. Parce qu'on apprend le sabre en passant par la canne. Les mouvements sont très proches, suivant les méthodes. Et du coup, là aussi, pour s'entraîner, on va utiliser des sabres de bois ou des cannes. Hop. Pour les cannes, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a la méthode Le Boucher, la méthode Larigot. C'est pareil que pour les box, hein. On a plusieurs méthodes de plusieurs mètres. Vous avez quasiment des dizaines de méthodes qui existent. Et au sabre, pareil. L'intérêt de la canne, c'est que vous êtes capable de désarmer, neutraliser un adversaire civil dans la rue sans le tuer. Ce qui fait de vous, vous n'êtes pas un meurtrier et vous avez le droit de vous déplacer dans la rue avec une canne. Ce n'est pas interdit. Alors que se déplacer dans la rue avec une canne quand vous n'êtes pas un soldat, et même encore les soldats, c'était encore réglementé, hein. Et là, par contre, vous pouvez avoir des problèmes avec la maréchaussée. La canne, il n'y a aucun problème. Elle est là, c'est un outil de défense très prisé à l'époque, hein, comme toujours. En fait, on recherche toujours une solution face à la délinquance. Le problème n'a jamais disparu. Et la canne elle répondait à ce moment-là à ce problème. Pourquoi? Parce qu'elle correspondait à un objet de la vie de tous les jours et qui pouvait défendre.
qui pouvait parer les coups et riposter. On peut faire un jeu de pointe et un jeu de taille à la canne, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment un outil de défense civile très approprié. Le jeu au sabre, là aussi, se distingue en deux écoles, on va dire. On a l'école de la cavalerie et l'école du sabre à pied. Là, il y a énormément de traités militaires qui en parlent, tout ça, c'est très complet. On pourra en parler pendant des heures. On a différents types de sabres, les sabres à lame courbe, les sabres à lame droite. C'est vraiment très complet. À ce sujet, vous pouvez regarder les travaux de Julien Gary, un historien qui travaille sur le sujet. Et c'est vraiment, il a fait du bon boulot là-dessus, vous pouvez y aller, et qui vous expliquera un peu tout ce pataquès du sabre. Ensuite, nous avons l'escrime de pointe. L'escrime de pointe, c'est ce qui est communément appelé ou le fleuret, ou faussement, le terme est mauvais, on parle d'épée de cour, mais c'est une mauvaise compréhension du terme. Le vrai terme, c'est la courte épée. Le jeu de pointe en France est très 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 ancien, puisque on le retrouve avec une arme à deux mains qui s'appelle l'estoc. C'est une arme médiévale. En fait, il l'appelait la longue épée. Elle n'avait pas de tranchant ou très très peu. Ouais, imaginez une baramine en fait dans la forme, plus légère, hein, avec une pointe très effilée. Et le but c'était d'enfoncer les armures, de passer dans l'armure avec cet estoc. Alors vous pouviez frapper pour assommer, pour casser les os ou casser les articulations, mais à moins de choper le crâne, c'était pas forcément létal. Tandis que le vrai usage de l'estoc, c'était vraiment de passer à travers, d'embrocher. Et donc, du coup, de cet estoc, il est fort probable qu'en découle une version plus légère qu'on appellera la rapière. Et de cette version plus légère naîtra plus tard le fleuret pour l'entraînement. Le fleuret, c'est l'équivalent de l'adresse pour la courte épée. Puisqu'une courte épée peut tailler et pointer, le fleuret ne peut que pointer. Donc le fleuret est fait pour l'entraînement, pour apprendre à être très précis, devenez chirurgical. C'est une école vraiment, si vous voulez apprendre à être très précis, à bien coordonner votre œil et votre main et vos mains, hein, faites du fleuret. Vous apprendrez en plus à être très explosif, très vif, très alerte. À ne pas confondre l'escrime classique avec l'escrime olympique. Là aussi, la sportivisation a transformé la pratique, hein, puisque maintenant ne compte que la première touche, alors qu'à l'époque, ne comptait que celui qui survivait. Parce qu'il faut remettre dans un contexte, lors des duels, qui étaient très souvent mortels, si vous attaquez en même temps que votre adversaire, il y a 99% de chances qu'il y ait deux morts à la fin du duel. Donc il naît un système, hein, et qui est tout à fait logique, c'est le principe de la parade-riposte. Un bon tireur aux armes est d'abord un bon pareur. Donc il va créer des occasions pour que son adversaire attaque, pour parer l'attaque et riposter dans la foulée, ce qu'on appelle du tac au tac, pour en finir. Donc pas de double touche, ce qu'on appelle un coup fourré en escrime de pointe, sinon c'est que vous n'avez rien compris, il faut retourner apprendre la leçon. On n'attaque pas en même temps que son adversaire, tout simplement parce qu'on n'encaisse pas un coup d'épée dans la poitrine. Donc l'escrime de pointe, c'est vraiment, on va dire, même dans le principe, au niveau de tous les arts martiaux, l'escrime de pointe, c'est elle qui apporte le mieux, qui explique le mieux ces principes de survie, en fait. On n'encaisse pas un coup d'épée. On peut voir dans les sports de combat actuels où les gars ils se mettent en boule et ils se tapent, et ils cherchent même pas à esquiver. Il y en a qui cherchent pas à esquiver parce qu'ils encaissent. Ça va totalement à l'encontre de l'esprit français des armes. On ne peut pas vous faire plus contraire que l'esprit français des armes. L'esprit français, c'est de survivre et de vaincre. Le but n'est pas de prouver que que vous savez encaisser, que vous êtes un dur. Il n'est pas là l'intérêt. L'intérêt, c'est de survivre. Donc, pour survivre, il faut éviter autant que faire se peut les attaques de votre adversaire et faire en sorte que lui ne puisse jamais les éviter. C'est tout. Donc, si vous voulez apprendre la survie, apprenez l'escrime de pointe. Ensuite, nous passons maintenant aux armes longues. Bâton d'armes, bâton de Joinville, et ce qui va avec, des liens que j'ai trouvés avec l'espadon. Donc, le bâton de Joinville découle, lui, du bâton à deux bouts, qu'on retrouve notamment dans le manuel de Pache au XVIIe siècle.
Donc c'est un grand bâton avec 2 morceaux de ferraille à chaque bout, et vous faites des grands moulinets pour faire le ménage autour de vous. Alors on a aussi découvert que ce bâton servait souvent pour les forestiers, pour passer à travers des petits ravins, des trous, tout ça. En fait, vous utilisiez le bâton, vous posiez le bâton et vous vous jetez. Et en fait, il vous sert de perche, un peu comme le saut à la perche. Sauf que vous ne faites pas un saut avec, vous faites que traverser le trou. On retrouve cette petite tradition, ça survit encore un peu en Europe, on en voit des trucs comme ça existe. Et on a même retrouvé des photos de l'armée française où ils apprennent à franchir des obstacles avec les bâtons. Donc le bâton de Joinville, c'est une application de ce bâton à 2 bouts pour l'armée, donc c'est très simplifié, facile à comprendre. C'est aussi enseigné dans les bataillons scolaires au début XXe siècle, hein, pour les enfants. Enfin, les enfants, oui, pour les futurs soldats, en fait. Donc, c'est une version très codifiée. Vraiment, le bâton de Joinville, on va dire, avec le traité, les traités tels qu'ils sont faits à l'époque, vous pouvez apprendre tout seul. Vous n'avez quasiment besoin de personne. C'est vraiment très, très bien fait. C'est très simple à apprendre. Moi, je trouve que c'est. Et puis, c'est vraiment bon pour le corps, hein, parce que ça fait travailler tous vos membres et votre cerveau. Tout est en synergie. Sinon, c'est simple. La sanction, c'est que vous vous prenez le bâton par la gueule. Donc, ben, vous n'avez pas le droit, à l'erreur. En fait, il faut réussir, donc il faut bien travailler. L'autre bâton s'appelle le bâton d'armes. Ça, c'est plutôt un bâton civil. On le retrouve, on a pas mal de traces en Normandie, notamment à Rouen, avec les bâtonnistes de Rouen. Les gaillards de l'époque étaient si bons au bâton qu'ils s'amusaient à défier les militaires et littéralement à leur casser la tête. Et c'était trop fréquent, du coup, le bâton d'armes a été interdit dans cette ville. Et j'ai trouvé des liens en suivant mes recherches entre le bâton d'armes et l'espadon. L'espadon, qu'est-ce que c'est? C'est la grande épée à 2 mains de taille, hein, qu'on voit dans les films. Donc c'est le bâton d'armes, on va dire, est la dernière survivance de l'épée médiévale à 2 mains de taille. Parce donc, je vous rappelle qu'il y a 2 écoles, hein, la pointe et la taille. Et ben donc du coup, ben, quand vous faites du bâton d'armes, vous pratiquez de l'espadon sans le savoir. Bon, alors, effectivement, il y a des choses qui changent un petit peu, parce qu'avec le bâton, vous ne pouvez pas faire la même chose qu'avec une arme en fer, en acier. Il y a le prise au fer, voilà, il y a des choses qui sont moins possibles. Mais dans les grandes lignes, hein, quand vous savez faire du bâton d'armes, passer à l'espadon est assez facile. Ça se fait tout seul. Ensuite, vous avez les armes paysannes et ce que j'appelle les armes flexibles ou les trucs bizarres. Donc, les armes paysannes, vous avez notamment le fléau agricole. Euh, tout ce genre de petits outils de la vie de tous les jours qui servent à régler les embrouilles. Et la marine, elle, va récupérer une de ces armes, donc ben, c'est le fléau agricole, va le récupérer et va en faire ce qu'on appelle le biscayen. Le biscayen, c'est un grand bâton avec une paume de touline attachée au bout. Vous faites tourner le bâton autour de vous et la paume de touline s'occupe du fait de calmer les ardeurs de vos assaillants. C'est une arme assez longue, hein, mais assez plaisante à manier. On en a fabriqué, on a fait des expériences dessus, c'est très sympathique. Voilà en gros les pratiques qui sont possibles. Il y en a encore que je ne connais pas, hein, sûrement. Sachant que toutes ces pratiques, après, il y a aussi donc des méthodes, suivant les maîtres, suivant que ce soit civil ou militaire, suivant qu'il y ait une influence qui peut être faite au contact de pays limitrophes, tout ça. Donc, en fait, il n'y a rien d'uniforme, il n'y a rien qui est fédéral, entre guillemets, hein. Le principe même de fédéral, de méthode fédérale n'existe, c'est impossible. C'est impossible, ça ne passe pas, quoi. Vous avez des écoles, des familles, des méthodes, et ben, suivant quand vous adhérez, quand vous vous inscrivez à la salle de la méthode Charlemont, ben, vous serez formé à la méthode Charlemont. Si vous allez à la salle de la méthode Leclerc, vous serez Leclerc, et ainsi de suite. En dernier point, il y a une arme assez sympathique aussi, qui est une méthode qui s'appelle la contrepointe, qui, elle, lie le jeu de pointe et le jeu de taille. Et son nom, c'est le demi-espadon. Alors, c'est une arme qu'on retrouve principalement entre 1780 et 1816. C'était l'arme des officiers d'infanterie de ligne et des tambours-majors. Elle n'a pas vécu longtemps parce qu'elle a essayé de lier
les avantages du sabre et de la pointe, et malheureusement, elle n'y est pas arrivée. Et du coup, elle est tombée en désuétude et elle a disparu. Et le demi-espadon, ce que les Anglais appellent le spadloon, ben, le demi-espadon, c'est français, c'est pas anglais, c'est eux qui nous ont copié. Encore une fois. Et donc, du coup, c'est une arme très sympathique que je vous si un jour vous avez le temps d'aller sur ma chaîne, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet et je pense que ça vous plaira. Donc maintenant, je vous propose la troisième partie, essayer de comprendre un petit peu pourquoi une culture aussi présente dans l'esprit français a pu être éradiquée de la mentalité française, à tel point que je suis obligé de faire une conférence pour vous expliquer ce que c'est. Eh bien, l'origine, hein, elle est très très simple. Ça tient en deux dates, hein, 1914-1918. Voilà. Déjà là, vous avez quasiment entre 75 et 80% des maîtres et des élèves qui vont disparaître. Alors, les maîtres, ils perdent leur prévôt, mais ils sont trop vieux pour en rééduquer un autre. Les prévôts meurent ou sont estropiés, ou ben, ils deviennent fous parce qu'avec ce qu'ils ont subi, ils sont plus capables de reprendre en main une école. Les élèves, eh ben, les plus compétents, ben, ils sont morts. Euh, L'obusite, oui, par exemple. Non, mais totalement. Totalement. C'est 4 ans de voyage en enfer. Tout le monde, il y en a qui, voilà, déjà d'en revenir, c'était déjà un miracle pour ceux qui étaient en plus dans l'infanterie et en plus être capable de relancer une vie derrière. Ceux qui l'ont fait étaient vraiment très très forts. Hein. Euh, donc déjà la Première Guerre mondiale, on va avoir, ça va être une saignée totale. Euh, les survivants ou les vieux maîtres vont essayer de relever le flambeau. Ils relèvent le drapeau. Et là, Deuxième Guerre mondiale, blaf, avec en plus une défaite, la plus honteuse défaite de notre histoire moderne, hein, la campagne de France, malheureusement. Et là, ça va être un cataclysme psychologique, parce que les gens maintenant vont être persuadés face à la puissance allemande, face à la puissance américaine, eh bien, on va être convaincus, on va s'auto-convaincre nous-mêmes, enfin nos ancêtres, hein, nos aînés vont s'auto-convaincre eux-mêmes que la façon française, elle est mauvaise, elle ne vaut rien, elle est inférieure, et donc elle n'a plus lieu d'être. Et la seule façon qu'elle va trouver pour survivre, ça va être dans le sport. Donc la méthode française va disparaître de l'armée au fur et à mesure des années qui vont passer, petit à petit, elle va survivre, hein, fin des années 40, années 50, puis petit à petit, ça va disparaître au profit d'autres méthodes qui ne seront pas françaises, et ben, au fur et à mesure, ça se dilue, puis ça disparaît. Il ne restera que la pratique sportive de la boxe. Et aussi, là, ce qu'on appelle la sportivisation et la spécialisation, c'est-à-dire qu'on ne va plus pratiquer boxe, canne, bâton, épée, escrime, enfin épée, escrime, sabre, lutte, tout ça, là, on va plus le pratiquer en même temps, mais on va tout séparer. On va donc démembrer la pratique française, alors qu'elle est faite pour travailler en un seul bloc, on va la démembrer, on va casser les liaisons, et donc du coup, ben, il va y avoir une spécialisation, et donc ben, à partir du moment où, quand vous faites ben, par exemple, quand vous faites de la boxe, et que vous n'avez plus le risque de vous prendre une prise de lutte, eh bien vous avez des gestes qui apparaissent, qui sont insensés quand il y a des prises de lutte, mais qui peuvent être possibles quand les prises de lutte n'existent plus. Et donc du coup, ben, apparaissent des nouvelles façons de faire, hein, mais les liaisons techniques, les liaisons de synergie disparaissent entre ces spécialisations. Et puis, en fait, au final, tout le monde se fait la guerre parce que c'est la guerre enfin, c'est la recherche des adhérents, la recherche pour avoir des compétiteurs, des élèves. Donc, tout le monde se tire dans les pattes, tout ça. Et donc, on arrive à un éclatement complet de la pratique martiale française par le sport. Ensuite, c'est pas fini. Par-dessus ça, vous avez ce que j'appelle moi l'effet mai 68. Et ça, c'est flagrant dans les années 70, c'est le rejet pur et complet de tout ce qui a été fait, ce qu'on appelle la boxe académique. C'est particulièrement fort pour la boxe française. C'est là où c'est le mieux, c'est le plus flagrant. Hein.
il y a un rejet total de ce qu'on appelle la boxe académique, de la façon d'apprendre en rang, en ligne, un peu cette méthode militaire, mais qui marche, hein, qui marche vraiment excellemment bien. Donc tout ça, c'est balayé pour laisser place à la pédagogie nouvelle, où on ne recherche pas l'excellence d'entrée de jeu, mais voilà, on montre petit à petit. L'objectif, c'est que l'élève devienne meilleur au fil du temps, tout ça. Ça marche pas, hein, ça marche pas du tout. C'est une erreur complète. C'est une erreur pédagogique complète, sauf que par fierté, personne n'y revient dessus. Et donc, on en est arrivé au point que, à partir des années 90-2000, quand tous les anciens qui avaient connu la boxe académique ont arrêté d'enseigner ou voilà, on n'était plus en âge de le faire, ne sont restés que des élèves qui ont été éduqués dans la pédagogie nouvelle, et on arrive donc à une espèce de savate boxe française qui ressemble à du kick et qui n'a plus ni le goût ni la saveur de la boxe française. Pour moi, elle est quand même, c'est l'ombre de ce que pouvait être la boxe française. Tout simplement parce que les gens ils savent plus faire. Il y a eu une perte de compétences flagrante. Ils savent plus parer, ils savent des enchaînements longs, des enchaînements intelligents. Ben, on le retrouve vraiment que chez les meilleurs des meilleurs. Dans la base, c'est vraiment, c'est moche, c'est catastrophique. C'est vraiment une catastrophe. Et enfin, alors je sais, je vais peut-être en choquer pour certains qui font de la savate boxe française. Je suis désolé, mais moi je suis gant jaune et professeur de savate boxe française, donc je sais de quoi je parle. Je suis désolé, mais c'est le constat. C'est un constat qui fait mal aux fesses, mais c'est un constat factuel. Enfin, dernier rouleau compresseur, c'est la guerre culturelle pro-arts martiaux asiatiques qui est arrivée avec une masse infinie de films. De... Donc on a le rouleau compresseur culturel pro-arts martiaux asiatiques. Donc les arts martiaux du Japon, c'est les meilleurs, les arts martiaux chinois, c'est les meilleurs, les arts martiaux philippins, c'est les meilleurs. Le Krav Maga, c'est pas asiatique, mais bon, ça vient là, on est plus du côté de l'Orient, mais c'est le meilleur. Tout est meilleur. Tout est meilleur. Nous, c'est nul. Les jeux vidéo, vous ne trouverez jamais un personnage avec qui vous allez vous bagarrer, qui fait un art français. Si on le trouve dans Soul Calibur. Dans Soul Calibur 2, on trouve un mec qui fait de l'escrime un peu style français. Voilà, il parle français, il dit deux mots de français, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est pour faire joli. Virtu- Ah, il y a peut-être Virtual Fighter 2. J'avais pas la Sega, donc là, je peux pas savoir. Ensuite, les films américains, même les films américains mettent en avant les arts japonais à fond. Hein. American Ninja, American Japanese Warrior, American Katana. Voilà, alors là, c'est le rouleau compresseur total. Donc, et nous, on n'arrive pas à sortir des films qui tiennent la dragée haute. Je crois que dans une des versions d'Arsène Lupin, il y a un petit passage à la canne. C'est sympathique. En plus, le passage n'est pas trop mal bien fait. Il correspond assez bien à l'esthétique. Dans le film Vidocq, alors que Vidocq, dans ses mémoires, il dit qu'il a appris la savate en prison, l'acteur n'est même pas capable de faire un coup de pied de base ou même une technique de savate. Quoi. Le gars, il n'en sait rien. Dans le peu que j'ai vu dans Dreyfus, la dernière version, à un moment, il y en a un qui attaque avec une canne. Bon, le gars, il a jamais tenu une canne dans sa vie parce qu'il sait pas la manier. Il se jette au corps à corps pour frapper avec la canne, alors que la canne, c'est une arme à moyenne distance. Alors, Sherlock Holmes, c'est du Bartitsu. Et le Bartitsu, je peux vous en parler aussi, je vais vous en parler maintenant, si vous voulez. Le Bartitsu, c'est inventé par un Anglais, c'est Barton Wright, qui va mêler le jeu de boxe anglais, le jeu de pied français, la canne à la française par la méthode Vigny, et le jujitsu. Alors, ça n'a jamais marché, hein, techniquement. Alors, ça n'a jamais trouvé le succès populaire auquel c'était destiné. Mais Sherlock Holmes fait du Bartitsu. Euh, donc, la guerre culturelle à base de films, de mangas, de jeux vidéo, d'autodénigrement propre à nous-mêmes, hein, eh bien, on en arrive à ce que ça disparaît quasiment. Quoi. Nous allons partir maintenant sur la quatrième partie, et celle qui est peut-être la plus positive.
C'est la résurrection ou le retour aux sources, le retour à ce que j'appelle le retour à la maison. Le retour à la maison, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que la nature a horreur du vide, et donc quand les arts martiaux français ont disparu de la société française, il y a eu un vide immense. Et ce vide immense, il fallait le combler, ben, ce sont les arts asiatiques principalement et les sports de combat qui ont pris la place. Et moi le premier, hein. Je ne jette la pierre à personne, hein, puisque moi le premier, j'ai fait du judo et j'ai fait du kung-fu avant, et j'ai découvert la BF plus tard. Donc, ben, le truc maintenant, c'est qu'il va falloir faire comprendre à nos compatriotes que déjà, ben, il existe une culture française martiale, hein, qu'elle n'est pas mauvaise, qu'elle n'est pas nulle, et qu'au contraire, elle peut tenir la dragée haute à tout le monde, voire même dans un excès de fierté, voire même pourrait être supérieure aux techniques étrangères. Mais pour ça, ben, il faut commencer à ressortir les livres des bibliothèques, et il faut donc travailler sur les sources. Et c'est là où le principe des arts martiaux historiques européens est très intéressant. Euh, c'est que ben, vous allez enfin, maintenant, avec la numérisation des sources, on a accès à des choses qu'il y a 10-15 ans, on n'avait pas accès. Mais maintenant, on y a accès librement, gratuitement. On peut en trouver. Il suffit de faire une rapide recherche sur Google, vous tapez traité de boxe française Joseph Charlemont, ça va sortir très rapidement. Ah oui, oui, c'est le karaté Shotokan, oui, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Du coup, vous allez pouvoir commencer à toucher du doigt un peu de ce dont vous parlent nos anciens, hein. Et ben, vous allez reprendre les bases. Vous allez vous apercevoir que sautiller sur place, ça sert à rien. D'avoir une garde groupée contre le corps, ça sert à rien. Il faut faire autre chose, il faut être actif. Il faut être actif sur le déplacement, il faut être actif sur la défense, il faut être actif intellectuellement, il faut créer des occasions. Donc, ben, du coup, ben, ça, il va falloir le réapprendre à la française, se réinvestir, se réapproprier cette culture. Et une fois qu'on a fait cette première étape, c'est ce que j'ai fait, hein, pour ma part, ça m'a pris quelques années, ça m'a pris entre 5 et 6 ans. C'est assez long parce que j'ai dû remettre en cause tout ce que j'avais appris en sport, tout ce que j'avais appris a été détruit à la lecture du traité de Joseph Charlemont. Et il a fallu que je me reconstruise martialement totalement pour pouvoir comprendre. Cette étape passée, maintenant il faut faire redécouvrir aux gens. Euh, il faut, il faut les inviter à découvrir. Alors là aussi, on tombe sur des travers humains. C'est que lorsque vous êtes face à des personnes, lorsque vous êtes avec des personnes qui sont habituées à un sport, hein, et que avec les gros gants d'anglaise, voilà, et que vous leur dites bon ben maintenant on va passer avec des mitaines MMA, il y a des coups de lutte, on peut attraper et on peut, ça va être beaucoup plus libre. Les mecs ils ont flippé, ils ont véritablement flippé. Le jour où j'ai changé la ligne éditoriale de mon club, j'ai eu quasiment tous les anciens qui sont partis et je suis reparti avec l'année d'après, c'était un club nouveau, quoi, parce qu'il y avait que des nouveaux. Les anciens étaient quasiment tous partis. Et en fait, les nouveaux en arrivant, vu ils n'avaient pas été matrixés, hein, ils n'avaient pas eu une vision formatée, et du coup, ben, ils ont adoré ces pratiques qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont adoré le fait de faire dans le même cours de la boxe, de la lutte, de la canne, du bâton, un peu de sabre, un peu de ci, un peu de sous. Et du coup, ben, ils ont trouvé que ben, ça leur plaisait, et du coup, ben, ils aiment ça. Et donc, ben, ils reviennent, et donc ils en parlent, et donc ils font venir d'autres personnes, et ben, on fait découvrir les arts martiaux français comme ceci. Ensuite, il y a une veille à tenir. C'est une veille sur Internet, sur les réseaux sociaux, de ne plus laisser dire n'importe quoi à propos des arts martiaux français, à propos de la savate, à propos des pratiques. Alors, la plus grosse bêtise qu'on retrouve, euh, la, plus, la plus grosse bêtise que l'on retrouve, c'est à propos de la savate, avec mais alors, ça fait rire et ça fait râler en même temps. Parce que vous avez des gens qui soi-disant connaissent, ils viennent vous dire oui, la savate,
c'est les marins de Marseille qui l'ont appris avec au Japon. Alors, ça dépend. En fait, et là, on arrive dans la mythologie totale, la mystification totale. Suivant qui en parle et où il habite, l'origine change. Si c'est un mec qui est plutôt pro art japonais, il va dire que la savate, ça vient du Japon. Si vous êtes un mec qui est plutôt pro art chinois, il va dire non, en fait, ça vient de la Chine. Si vous êtes si c'est un mec qui vient plutôt des îles, de tout ce qui est Jamaïque, tout ça, ou comment on appelle, euh, les anciens esclaves afro-américains, tout ça, là, ils vont vous dire, mais non, ça vient de la capoeira. En fait, et après, vous avez aussi l'Océanie, ouais. Et après, vous avez aussi l'Afrique du Nord, qui aussi, ben, ils ont leurs propres arts martiaux aussi, hein, ils sont pas plus cons que les autres. Et ils vont dire, non, 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 ça vient d'Afrique du Nord. Parce qu'effectivement, ben, les humains sont les humains. Du coup, on a deux jambes, deux bras. Ben, dans un bras, on peut mettre une canne et avec les pieds, on peut taper, quoi. Donc, du coup, vous avez la savate n'est jamais française pour ces gens-là, mais elle n'a jamais le même point d'origine de création. Par contre, personne ne s'est rendu compte que tous ces gens ont été ou colonisés ou eu affaire aux Français d'une manière ou d'une autre. En fait, ils font pas le lien que c'est peut-être les Français qui leur ont amené leur truc, quoi. Enfin, mais bon, ça c'est un peu du chauvinisme, c'est amusant. Mais l'idée, elle est là en fait. C'est que la savate, ben, elle vient pas d'ailleurs. On peut le prouver, quoi. On peut le prouver facilement. Et maintenant, c'est clair et net. Ça vient pas des marins marseillais. C'est pas les marins marseillais qui l'ont inventé. La savate a été et le chausson ont été appris, enfin, été instruits. Il y a eu l'instruction dans la marine, hein, effectivement, mais c'est pas les marins qui ont ramené ça des quatre coins du globe. Ou alors, ils avaient, enfin, ça tient pas la route. Oui, il y avait aussi le Bokator aussi, la Thaïlande. Bref, chaque fois, c'est des endroits qui avaient ou des rapports assez, des rapports ou belliqueux, ou des rapports commerciaux, ou des rapports de dominance avec la France. Oui, ouais, alors voilà, ça c'est. Oui, mais ça c'est les grandes mythologies. Alors il y a une mythologie aussi qui dit que c'est Alexandre le Grand, que quand il est allé en Asie, c'est lui qui a apporté les arts martiaux parce que les Grecs c'était plus fort. Enfin, tout le monde brode tout et n'importe quoi. Il y a strictement rien il y a rien de scientifique, hein. C'est de la mythologie pure et dure. Et au final, faut arrêter avec ça. Euh, les gens d'Océanie, ils n'ont pas attendu le Karaalipa et tout là pour apprendre à se foutre sur la gueule. Ils ont appris tout seuls. Les Amériques, les Indiens d'Amérique, ils ont pas attendu les Indiens d'Inde ou autres pour apprendre à se battre. Chaque peuple est assez intelligent pour trouver le moyen de se défendre contre son voisin ou pour l'attaquer. Voilà, ça c'est de la mythologie. Et oui, mais voilà. Le premier art martial est né le jour où il y a une personne qui a décidé de ne pas se laisser faire, quoi. Donc il a appris à se défendre, ou il prend un bâton, ou il apprend à manier ses poings. Voilà. Après, il y a énormément de mystification. Pourquoi? Parce que derrière, il y a aussi des intérêts d'argent, et il y a des intérêts de pouvoir, hein. On trouve énormément de gourous, hein, dans le milieu martial, surtout asiatique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas. On n'en trouve pas en Europe, il y en a, hein. Mais voilà, il y a vraiment il y a des choses qu'on ne retrouve pas en fait par rapport au traité français, hein. Les McDojo, le Bullshido, oui voilà. Mais non, mais ça, franchement, on n'en manquera jamais de ça. Euh, Moi, j'ai eu à faire des théories des mecs. Il y en a qui me parlent, ils liaient la chevalerie avec Bruce Lee et Jésus. Et le gars, il me faisait une espèce, une espèce de pack complet. J'ai dit, mais ça n'a ni queue ni tête. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà. Donc, ben, voilà, il y a une veille Internet à faire, hein, c'est de ne plus laisser dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et d'être présent au contact, hein. Dès qu'on voit que quelqu'un dit n'importe quoi, ben, on arrive, on répond. Attention, là, c'est pas vrai. Voici une vidéo qui vous permettra de vous expliquer un peu mieux les tenants et les aboutissants de tout ça. Toujours poli, hein, toujours en étant une personne agréable. Oui, tout à fait. Ça sert à rien de toute façon. Il faut inviter la personne à s'instruire et pas la forcer parce qu'elle le refusera. Mais si vous l'invitez à s'instruire, elle le fera avec plaisir et des fois même,
le gars, il aura tellement compris la démarche que lui-même, après, il va dire, ah ben tiens, ouais, ben, je vais. Alors, si c'est qu'un chausson, ça fera pas mal. Pas trop mal. Et donc, du coup, le but, voilà, c'est de ne plus laisser dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est fini. Maintenant, on maintient une veille Internet autant que possible, hein, mais on la maintient quand même. Ensuite, pour aider à cette résurrection, il faut une présence sur les plateformes vidéo. Et ça, c'est le but des chaînes YouTube, hein, notamment. Il y a aussi, j'ai la même chaîne sur Odyssée. J'essaye de couvrir plusieurs réseaux sociaux et plusieurs plateformes vidéo. Alors, Dailymotion, laissez tomber, mais c'est vraiment personne. Mais voilà, là où ça marche, il faut être présent, montrer, expliquer, démontrer, faire des débunkages, hein, c'est comme ils appellent. Et là aussi, donc montrer qu'on existe. Et enfin, faire découvrir aux gens lors des animations. Moi, dès qu'on me propose une animation, faire découvrir mes trucs, je dis toujours oui. Je dis toujours oui, parce qu'il y a toujours quelque chose de bon à en tirer. On fait découvrir aux gens, on fait découvrir aux enfants. Quand vous expliquez aux gamins que tu leur apprends une technique que faisait son ancêtre il y a 200 ans, ouah, le gars, il a les étoiles dans les yeux, parce qu'il comprend quelque chose. On n'est pas sur le mythe du samouraï, là. Là, on est sur quelque chose de réel. C'est du factuel. Voilà. Et le but enfin, à mon sens, hein, la façon de réussir cette résurrection, son retour en force, ben voilà, c'est sur ces 5 points où je pense que déjà ça peut marcher. Voilà, j'ai fini donc ma petite conférence. J'espère que ça n'a pas été trop long ni trop rébarbatif.